Et j'ai le plaisir donc d'accueillir sur scène Marina Dato, CEO de Wagmi Trends, Alexandre Myrson, directeur Digital Data et Technologie de Sephora, et enfin Assel Adari, le président d'Occurrence. Bonjour à tous les trois, merci de nous rejoindre. Ouais. Bon, vous pouvez vous répartissez-vous comme vous le voulez. Merci beaucoup donc à tous les trois d'être avec nous ce matin. Je vais commencer avec vous, Assaël, donc président d'Occurrence. Occurrence a fait une étude fin 2023 auprès des professionnels de la communication, justement sur voilà, quelle était leur relation à l'IA, les cas d'usage qui étaient développés au sein de leur organisation. Et peut-être pour commencer, avant de faire réagir mes autres intervenants, je vous laisse nous partager les principaux chiffres de cette étude. Tout à fait. On a fait cette étude, donc elle a le mérite d'être un T0. En même temps, elle est déjà, elle est déjà de novembre, de fin novembre dernier. Donc, je vais vous partager quelques éléments. On l'a fait aussi avec l'Association nationale des communicants, l'ancien Comment, pour ceux qui. Donc, un petit slogan que nous on aime bien partager chez Occurrence sur ce sujet-là, dompter le prompt. Vous verrez, c'est un peu en filigrane ce qu'on peut dire dans cette étude. Soit on est dompté, soit on sera dompté. Donc le sujet, et puis Fouzia avait une petite citation, j'ai la mienne, celle de Marie Curie. J'aime bien rentrer dans le sujet de l'IA avec cette phrase en se disant, à ce stade, essayons juste d'être serein et d'abord de comprendre avant de commencer à psychoter. Rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Premier sujet, l'usage. 75% donc ça c'est une étude 100% auprès de vous, de l'écosystème communication, à la fois direction de la com et agence. Et je vous donnerai parfois quelques nuances, je ne vais pas trop vous embêter avec des tris bizarroïdes. Donc 75% du monde de la communication disent avoir utilisé, seulement 21% régulièrement. Donc ça, on voit déjà le décalage. Là, premier élément que je livre à notre sagacité collective, les agences, notre constat, c'est que les agences vont 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus vite aujourd'hui que les annonceurs. Et je pense que c'est un sujet en soi. On est plutôt dans un monde d'opportunités. Alors, en effet, l'étude qui était évoquée avant, je crois que c'est une étude IFOP. Donc, mon groupe, nous, on retient plutôt le 68% des Français qui sont plutôt dans la crainte de l'IA et que je compare en tout cas aux 58% là des communicants qui y voient plutôt une opportunité. Et même mieux, est-ce qu'elle aura un impact positif, négatif ou, et là je vous invite dans les études, il faut toujours regarder les NSP, parce que c'est toujours intéressant de voir le champ encore qui est sur lequel il faut encore faire de la pédagogie. On est presque sur un tiers des communicants qui ne savent pas répondre à cette question. D'où l'enjeu de formation, de moments comme ce matin. Mais globalement, on voit plutôt des communicants qui se projettent dans un impact positif. Les bénéfices, du gain de temps. Voilà. Alors après la question, même chose, le livre à notre sagacité, c'est on gagne du temps, ok, mais pour faire quoi ? C'est quoi les autres missions que l'on va faire ? Le fait d'avoir une automatisation de certaines tâches, donc les tâches répétitives, les tâches à plus faible valeur ajoutée. Le sujet du budget, ça aussi c'est un sujet qui je pense est important, où est la valeur, qui la paye. Les craintes, la perte d'emploi, de compétences, évidemment. Le sujet des données, vous voyez que les scores sont assez hauts là, donc les craintes sont assez partagées. La perte des données, le rapport au droit, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a utilisé ? Là, on voit que c'est assez... on a plutôt utilisé de la génération... Enfin, on est plutôt sur du contenu et après, ça tombe très, très vite, très fort, etc. C'est-à-dire qu'on voit qu'on n'a pas forcément une connaissance très holistique encore de ce sujet-là. Moi, je vous invite à aller voir aussi un outil qui s'appelle There is an IA for that. C'est une sorte de Google de l'IA. Si vous tapez aujourd'hui, il y a à peu près, on va vous proposer plus de 13 000 IA disponibles. Donc, on est très loin de simplement juste se limiter à ChatGPT, comme on le voit ici. Donc on voit que c'est encore, on n'a pas encore une vision très complète, en tout cas, des outils. Voilà. Et on verra ça après, je crois. En effet, on aura l'occasion ensuite de revenir sur les risques et les limites, mais merci beaucoup Assel, parce que vous avez déjà un petit peu dressé le plan de route de cette table ronde en faisant émerger les principales questions.
Moi, j'ai l'impression, en voyant ces résultats, finalement, que ça résume très bien ce qu'on a pu lire et entendre en 2023 sur l'utilisation de l'IA par les professionnels, qui peut-être du coup aussi craignent moins ces outils-là parce qu'ils se sont rendus compte plus facilement de quoi il était question, tout simplement. Et je me tourne vers vous, Marine. Donc vous êtes spécialiste de la création de contenu, d'acculturation, justement sur tous ces sujets de nouvelles technologies, Web3, IA en l'occurrence. Vous, voilà, quelle est votre réaction par rapport à ces chiffres? Est-ce que ça correspond à ce que les entreprises avec qui vous travaillez vous disent? Ou en tout cas les experts que vous interviewez, est-ce que c'est un petit peu aussi leur sujet? Vous vous retrouvez dans ces chiffres? Alors oui, c'est très, c'est très parlant et c'est très révélateur en fait d'une, j'ai envie de dire, une société à deux vitesses. C'est-à-dire que bon, l'IA, c'est pas neuf, hein, on l'a vu tout à l'heure. En revanche, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en novembre 2022, où Sam Altman a fait le plus grand braquage de notoriété de tous les temps, en rendant ChatGPT ouvert à tous. Et en fait, à ce moment-là, il s'est passé une chose. Il y a ceux qui se sont dit, il y a une opportunité, allons-y et testons. Et ceux qui y sont allés, ont regardé, ont trouvé que c'était un peu compliqué, ils se sont dit, c'est pas pour moi. Et on voit bien là, en fait, que dans les agences, on a vu cette opportunité-là, qu'on l'a testée, et que du coup, on se retrouve avec en face de nous parfois des annonceurs qui n'ont pas sauté le pas, qui sont effrayés, qui ont une vision peut-être biaisée aussi de l'utilisation de l'IA, parce que utiliser l'IA, effectivement, ça permet de gagner du temps, ça permet d'avoir une meilleure productivité, mais à aucun moment, et ça il faut vraiment l'avoir en tête, hein, une IA, c'est pas intelligent. Une IA, c'est un modèle prédictif qui va permettre d'aller plus vite, qui va permettre parfois de pousser les concepts plus loin, mais ça reste quand même l'intelligence humaine et la créativité humaine qui est là et qui construit les choses. Il y a toujours un humain au départ et un humain à la fin pour vérifier bien sûr le résultat. Exactement. Et par rapport donc là, on a vu Assaël adresser aussi un petit peu les craintes qu'on pouvait avoir au sein des directions voilà, concernant ces outils. On va avoir l'occasion ensuite, au travers des duos de témoignages qu'on a organisés durant toute cette matinée, de revenir, de détailler ces craintes, mais peut-être d'un point de vue vraiment voilà, qui concerne chacun personnellement. Il y a aussi des craintes, voilà, toujours quand même, de voir ces outils devenir de plus en plus puissants, ou en tout cas de voir des gens du coup utiliser ces outils de telle façon que on a besoin, il y a de la perte d'emploi. C'est légitime aussi comme crainte. Qu'est-ce que vous pensez en tout cas de ces craintes-là, et comment est-ce que vous voyez l'IA? Quel est le potentiel de l'IA également pour faire face à ces craintes? Alors déjà, une première chose, c'est Bill Gates qui a dit ça il y a pas très longtemps. Il a dit on surestime l'impact de l'IA à 2 ans et on le sous-estime à 10 ans. C'est-à-dire que là, tout ce qui est en train de se passer, effectivement, ça va vite. On a tous l'impression d'être dans un train à 500 km/h. On ne se rend pas forcément compte de l'impact que l'on peut avoir avec l'IA, parce que le sujet, c'est ça aussi. L'IA, ça ne va pas remplacer des emplois. L'IA, ça va supprimer des tâches. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ça va permettre de se dégager du temps pour être meilleur. Là où il faut prendre vraiment le sujet d'un point de vue personnel, je vais balayer les deux, professionnel et personnel, c'est une opportunité pour chacun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, utiliser un ChatGPT, par exemple, qui n'est pas la seule IA, il y en a plein, c'est se laisser la possibilité d'explorer des nouvelles choses. C'est se laisser la possibilité d'apprendre, parce que c'est finalement une sorte d'énorme outil qui concentre beaucoup de data, beaucoup de connaissances. Donc aujourd'hui, on n'a pas de limite en réalité. Aujourd'hui, on peut se dire, tiens, j'ai envie d'apprendre à coder pour faire un SaaS. En fait, on peut franchir les 2-3 premières marches. Je ne dis pas qu'on va sortir un SaaS et qu'on va pouvoir le mettre sur le marché comme ça. Mais en tout cas, c'est possible. Donc en fait, il faut déjà avoir une prise de conscience de l'IA. Elle est accessible à tous. Elle est ouverte. GPT 3.5, c'est gratuit. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le rôle de l'entreprise. On l'a tous vu. Comment est-ce que tout le monde a commencé à utiliser le mail? C'est grâce à l'entreprise.
Donc l'utilisation de l'IA dans l'entreprise va totalement changer la donne. Après, il y a aussi un cadre à mettre. Quels sont peut-être les cas d'usage les plus simples à mettre en place au sein de son entreprise pour commencer à familiariser les collaborateurs à cette utilisation, Alors, à rassurer du coup les les rassurer. collaborateurs? Alors déjà, il faut leur mettre en place un terrain de jeu sécurisé. Parce que l'IA, aujourd'hui, l'IA générative, elle se nourrit de tout ce qu'on lui donne. Donc, si on attend des collaborateurs qui utilisent soit le ChatGPT 3.5, soit leur abonnement à $20, ce qui n'est franchement pas une barrière à l'accès, pour le business, c'est dangereux. Parce que tout ce qui peut être dit sur l'entreprise, derrière, arrivera dans une réponse d'une autre personne. Donc il faut donner un cadre, il faut conclure des deals avec ceux qui créent des IA, et puis surtout, en fait, expliquer à leurs collaborateurs de tester. Mais de tester pour n'importe quoi. Tester pour faire un compte-rendu de réunion d'abord, puis tester, pourquoi pas, pour faire un brainstorm, etc. Tester pour voir jusqu'où on peut aller et ce qu'on peut en faire. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut l'utiliser comme outil et pas comme une substitution à son travail. Ça, c'est la première chose. Et il y en a qui le font très bien. DocaPost le fait très bien. Leroy Merlin le fait très bien. Et du coup, ça lève les peurs. Et ça, c'est important. Lever les peurs. Parce qu'une fois qu'on a compris que cet outil nous aide et ne va pas nous remplacer, que dans les réponses qu'il va donner, parfois, il y a quand même des grosses dingueries, et qu'il faut le remettre en place en disant « c'est quand même pas terrible », eh bien, à ce moment-là, on se rend compte que c'est comme un super assistant et pas du tout son compétiteur. Alexandre, je me tourne vers vous désormais. Alors, on va aussi avoir l'occasion de revenir sur un certain nombre de cas d'usage qui sont en pratique chez Sephora, mais peut-être ce point d'acculturation. Voilà, vous êtes plutôt bien positionné en termes d'acculturation, parce que ça fait quand même quelques années que vous utilisez tous ces nouveautés. On va revenir plus spécifiquement après sur l'IA générative, mais est-ce que vous pouvez peut-être déjà un petit peu retracer l'utilisation de l'IA au sein de l'entreprise et peut-être réagir aussi aux chiffres de l'étude d'occurrence au travers de votre expérience chez Sephora? Comment est-ce que vous avez mené aussi ces enjeux de transformation? Avec plaisir. Ce que dit Marine est complètement, on le vit tous les jours, est très très juste. C'est pas parce qu'il y a une égalité d'opportunités que tout le monde obtiendra le même résultat. C'est toujours la même question. L'appréhension de ce sujet nécessite beaucoup de tests, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de formation. Ça, c'est vraiment un point clé. Déjà, les gens disent je pense que ça va changer le monde, mais j'en ai un peu peur. Mais ça traduit en effet ce besoin d'information et de formation. Maintenant, ce hype qu'on a sur l'IA est tout à fait justifié. Il y en a qui le sont moins, mais là, il y a un véritable alignement des étoiles. Pour parler de Sephora, la data est partout. Nous animons la plus belle et la plus grande communauté dans la beauté et le prestige, avec plus de 180 millions de membres de notre programme de fidélité, avec près de la moitié qui sont actifs régulièrement. On ne peut pas les connaître chacun individuellement. Et pourquoi il y a un alignement des étoiles aujourd'hui? C'est que, l'IA, on le pratique depuis plus de... J'ai retracé le premier chantier il y a plus de 12 ans. Donc, c'est pas il y a 68 ans, mais c'est déjà pas mal. Quel était le cas d'usage peut-être à l'époque? Justement, la personnalisation. Donc là, il y a un alignement des étoiles parce que vous avez maintenant des données qui sont disponibles. Et ça, c'est extraordinaire. C'est quand on a constitué un patrimoine d'informations, de connaissances, qu'on a fait tout un travail de consolidation de l'information, de sécurisation de l'information. On dispose donc d'un patrimoine de données structurées, non structurées, de documents d'information, de formation, qui est un vrai patrimoine, et qu'il y a des technologies qui sont disponibles et qui fonctionnent très très bien, et des talents qui sont capables de les exploiter correctement, mais surtout des problématiques business qui justifient l'utilisation au quotidien. Donc chez nous, pour prendre notre exemple, l'intelligence artificielle, elle est au cœur de pratiquement de la totalité des métiers de l'entreprise. Il y a les problématiques de personnalisation,
Donc comment, et c'est le Graal que tout le monde dans cette communauté poursuit, c'est-à-dire comment adresser le bon message à la bonne personne au bon moment en fonction de son profil. Donc ça, c'est le premier des chantiers sur lesquels nous travaillons. Et dans ce cas-là, on a, vous savez, le test and learn dont vous parliez tout à l'heure. On ne peut pas se permettre de jouer avec nos clients, mais on a mis en place des process itératifs de tests et de déploiement, et on utilise le patrimoine exceptionnel de Sephora, que sont ses magasins et ses conseillères et conseillers sur le terrain, pour en permanence tester ces outils. Donc il y a la personnalisation, il y a l'expérience client elle-même, qui consiste de plus en plus, surtout pas en fait à remplacer nos conseillères, parce que c'est nos conseillères qui créent la relation avec nos clients, mais d'une certaine manière à les assister ou à les augmenter. C'est-à-dire on utilise l'IA, par exemple, pour leur permettre de régler des pain points assez simples. Une cliente étrangère qui ne parle pas ma langue, comment je fais pour l'accueillir? Eh bien, c'est mon app qui va m'aider à traduire et à lui faire une recommandation dans sa langue, etc. Ça va être des problématiques de formation, mais de personnalisation de la formation en fonction de l'axe sur lequel je suis spécialisé, de ce que je veux découvrir. Donc là, il y a tout un tas de sujets importants. Mais l'IA également, au niveau des problématiques médias, marketing, est un énorme chantier. Comment passer, et je veux offenser personne, d'une segmentation à l'ancienne à du véritable ciblage basé sur du scoring, des comportements, des analyses psychodémographiques, tout en respectant bien sûr tout un tas de règles éthiques, déontologiques et fondamentales. Mais comment passer à je mine du passé et je regarde l'avenir et je vais trouver de nouveaux clients. Et dans ce point de vue-là, je ne souscris pas à la vision qui est d'être peu ambitieux sur l'augmentation du business, parce que nous, on augmente la taille du gâteau quelque part. On va aller voir des nouveaux consommateurs grâce à ces outils, médias, marketing, positionnement. Et enfin, il y a tout ce qui est opérationnel. Aujourd'hui, l'éclairage des points de vente, les économies d'énergie, l'apprentissage des usages dans la supply, ce qu'on appelle la disponibilité dans les rayons, le supply rate. Les livraisons, le packaging, tous les aspects du business sont touchés par l'IA. Mais ce qui est clé, c'est de comprendre que la data, elle est partout. Ce que ces dernières années, ces derniers mois, en fait, ont permis de révéler, c'est de déclencher un enthousiasme, de dire finalement la data, c'est pas le métier de quelques experts dans un bureau, mais je peux l'avoir entre mes mains et je peux interagir avec elle. Et donc, même nos développeurs aujourd'hui font faire du code par ces méthodes, mais surtout pour les utilisateurs dans les métiers, à l'offre, au marketing, à la finance, ils peuvent eux-mêmes avoir accès à la data et prendre de meilleures décisions. C'est ça qui est assez exceptionnel. Et ça, c'est quelque chose qui a changé, qui est récent, puisque voilà, on repart justement de fin 2022 avec l'ouverture de ChatGPT et voilà cette baffe un peu qu'on a tous pris sur les progrès. Quand on n'était pas initié, on a pu constater véritablement les progrès réalisés par ces outils-là. Il y a aussi tout le volet génération d'images, bien sûr, mais ces nouveautés depuis voilà, plus d'un an. Qu'est-ce que ça a changé aussi chez vous? Est-ce qu'il y a voilà, les nouveaux cas d'usage, par exemple, avec vos conseillères qui vont pouvoir aller peut-être questionner elles n'ont pas toutes, malheureusement, une connaissance omnisciente des problématiques de cosmétiques et de vos clients. Donc, elles vont pouvoir, par exemple, aller questionner des éléments que vous avez mis en place. Il y a tout le volet aussi génération de contenu dont on a pu revenir au travers de l'étude d'occurrence. C'est aussi pour alimenter des fiches produits sur votre site. Enfin, quel est un petit peu les nouveautés, les nouveaux usages qui découlent de l'IA générative? Alors là, on tombe vraiment sur un sujet très important qui est le monde du possible versus le nécessaire et l'utile. Le piège, je suis assez vieux pour avoir traversé pas mal de révolutions, la bureautique. Je ne parle pas du téléphone, j'étais pas né, mais presque. Mais le danger, le risque, il y en a un qui est positif, qui est l'enthousiasme. Comment on va gérer l'enthousiasme des gens et canaliser sans les décourager. Il y en a un autre, c'est quand même de tomber sur des médicaments à la recherche de maladies. Donc, ce qui est très important pour nous, la position qu'on a prise, c'est de se rappeler qui on est. Nous sommes un retailer, un détaillant, très attaché à l'expérience client et à l'excellence opérationnelle. Donc, on est ouvert à la bonne heure, on sert de service de qualité, mais on est aussi une marque, on est aussi une maison. Et une marque, ça a un point de vue, ça fait une curation, et donc on ne va pas être totalement drivé par la data. Et on sait d'où on vient.
on vient d'une entreprise qui est née de l'innovation. C'est-à-dire qu'on a dit, il faut que les clients et les clientes puissent toucher le produit, que le parfum ne soit pas caché derrière une vitre. Donc, il a été une révolution aussi. Donc, on est conscient du fait que ça vient d'un besoin des consommateurs et de nos collaborateurs. Donc, au cœur de notre ADN, il y a ces beauty advisors, ces conseillères. Eh bien, elles font très bien leur métier. Elles sont là, elles sont respectées parce qu'elles sont formées et informées en permanence et qu'elles sont tellement passionnées par leur boulot qu'elles se forment elles-mêmes. Donc, on va leur donner des outils pour accéder encore plus à leur communauté. Quand vous avez une beauty advisor tchèque qui est spécialisée dans tel axe, elle va pouvoir écrire dans sa langue et toute la connaissance va être rendue disponible par ces outils de génération de contenu. Maintenant qu'on parle de génération de contenu, nous cherchons de l'exclusivité, nous cherchons un point de vue. Donc, on ne va pas demander à un ordinateur de nous créer des contenus. On va lui demander d'accélérer certains processus. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver, de ne pas être drivé par l'outil, mais drivé par notre passion et par notre raison d'être, qui est cette relation personnelle avec les clients. Et c'est ça qui fait notre succès. Pour terminer, le retail boring est mort. Regardez tout ce qui se passe actuellement. Il faut chercher un moyen de connecter avec nos clients et de créer une vraie expérience. Ça ne se fera pas, de notre point de vue, en mettant un robot en face des consommateurs, mais en donnant du savoir et de la connaissance et des indices qui permettent de personnaliser l'offre à nos conseillers et nos conseillères. Je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez évoqué, voilà, savoir raison garder par rapport à l'IA et pas essayer de mettre de l'IA partout. Je trouve que c'est un point qui est assez important parce qu'on sait que les entreprises multiplient voilà, les proof of concept, les tests. Le jour où il faudra industrialiser et surtout le jour où on va payer le vrai prix de l'IA, parce que pour l'instant, voilà, on est dans une phase d'adoption, donc que ce soit les coûts, et on va revenir après là-dessus, mais les coûts environnementaux, les coûts d'électricité, les serveurs, les GPU, donc les cartes graphiques qui permettent de faire tourner ces IA, ça a un coût. Pour l'instant, les entreprises, je ne suis pas certain qu'elles le paient véritablement ce coût. Donc le jour où finalement les gros acteurs du marché vont justement commencer à rentabiliser tous leurs investissements, il ne faudra pas être trop dépendant non plus peut-être de l'IA. Comment est-ce que vous arrivez à justement... parce que j'imagine que vous faites beaucoup d'investissements quand même dans l'IA. Vous avez parlé de claque tout à l'heure. C'est le deuxième effet qui se coule pour beaucoup d'intervenants. Chaque fois que vous consommez un token, vous allez utiliser l'IA, il y a un coût. Et aujourd'hui, le business model n'est pas encore très stable. C'est pour ça que ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'on attache les cas d'usage à des cas de besoin. Ma claque avec l'intelligence artificielle, je l'ai prise dans un accident. C'est que moi, c'est l'IA qui m'a sauvé la vie. Je suis tombé à moto et mon airbag, qui est piloté par un modèle d'intelligence artificielle, s'est déclenché en 0,6 secondes et m'a sauvé la vie. Donc la claque, je l'ai prise en me disant, OK, il y a vraiment un truc derrière cet usage. Maintenant, encore une fois, pas de médicaments en quête de maladie. Si vous ouvrez un robot à toute votre communauté de consommateurs et que vous anticipez pas tout simplement, là je mets ma casquette PNL, le budget, vous allez faire exploser vos coûts et donc décrédibiliser toute démarche. Tout doit être basé, comme n'importe quoi dans l'entreprise, sur une évaluation de la valeur, du retour, de l'investissement, une vision long terme, en prenant en compte la transformation nécessaire et l'accompagnement du changement. Maintenant, c'est un outil, mais ce qui est merveilleux avec ça, c'est que c'est plus une technologie, c'est l'assemblage de plein de techniques au service du business qui nécessite un apprentissage. Et je pense, il faut se dire les choses, c'est aussi spectaculaire et aussi important que l'arrivée de la bureautique dans l'entreprise, que l'Internet même. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie au moins de regarder de très près et de se former, de s'informer sur le sujet. J'imagine que si je vous demande exactement combien vous investissez dans l'IA, vous n'allez pas me répondre, mais j'imagine que vous y trouvez en tout cas votre compte, étant donné la teneur des propos que vous avez aujourd'hui. Assel, peut-être vous, combien vous investissez dans l'IA, sachant que l'IA aussi est en passe de révolutionner votre secteur, les études? Oui, dans le monde des études, on investit vraiment beaucoup, enfin à la fois en recrutement alors en effet on est la station F, on va employer les mots de station F en POC, donc on fait énormément de POC avec nos clients. Avec un premier sujet qui est comment on peut créer des interfaces qui permettent de redonner une valeur à des données mondiales anciennes. Et donc là, on crée des interfaces assez rigolotes d'ailleurs, où on va parler avec des bases de données
mondiales, globales, qui ont 10 ans, 15 ans, pour refaire de la donnée plus fraîche, des insights plus fraîches, etc., etc. Et puis, il y a une autre dimension qui, elle, est un peu plus science-fiction, mais qui a un vrai sujet de valeur, qui est la dimension prédictive. C'est-à-dire que là, on a un POC en ce moment où on a 10 ans de données. On pose beaucoup de questions à beaucoup de gens, et là, on est en train de constater qu'on pourrait diviser par 2 la taille du questionnaire et prédire les questions qu'on n'a pas posées. Et donc, au lieu de poser 200 questions, je lui en pose 100, et grâce aux 100, j'ai les 100 autres réponses qu'elle ne m'a jamais données. Et c'est fiable. Alors ça fait un peu mal à tout le monde, parce que ça veut dire qu'on est hyper prédictif. Voilà, ça pose un autre problème, et pour nous, c'est plutôt une opportunité. C'est que ça veut dire que l'idée, pour prendre le mot de Nicolas Bordas, l'idée qui tue, l'idée disruptive, il faut aller la chercher avec autre chose, et que celle-là, elle a toujours elle a une très grande valeur, qu'il faut aller chercher avec d'autres méthodologies plus qualitatives, plus différentes, etc. Parce que l'étude quanti sur plein de monde, avec plein de questions, si on a de l'historique, évidemment, si on n'a pas d'historique, ça ne marche pas, mais si on a de l'historique, ça commence à être complètement... on peut complètement remplacer le questionnement par l'IA. Puis on a vu des outils aussi, même avec des panels, on est capable de reproduire des avatars virtuels. On fait du Kali, on peut faire un Kali, voilà, et c'est même... Alors là, il y a après un problème d'éthique, puisque on travaille aussi avec des freelances, donc par moment, je ne sais même plus si vraiment l'entretien dont on me donne le script, c'est vraiment tenu ou pas. Voilà. Et aussi, ça pose des questions. Après, bon, là, on va ouvrir le sujet. On ne va pas non plus trop s'apesantir dessus, parce que la table ronde de clôture est justement dédiée à ces problèmes d'IA éthique et responsable, mais aussi voilà, en termes de démocratie. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait évoquer. Peut-être, Assel, vous aviez commencé à mettre un petit peu des problématiques en avant. Il y a surtout celle de la valeur sur laquelle pour moi, c'est le sujet qu'on a dans les études. Je pense que c'est le sujet je vois ça plutôt comme une opportunité dans notre écosystème de reposer une question auquel on tourne depuis des décennies, c'est qui crée la valeur et qui la paye, et est-ce qu'on la paye au juste prix ? Ça, c'est quand même un vrai sujet. Cette fameuse idée qui tue, elle vaut combien ? Si par ailleurs, la réalisation, elle, est beaucoup plus automatisée. Donc je me dis que c'est peut-être, je vous disais que l'occasion de remettre ça au centre du village, dans notre écosystème, c'est de se dire, en effet, cette valeur de l'idée par rapport à la production, ça, je pense que c'est un élément qui pourrait, si on sortait de cette séquence avec des vrais débats sereins sur ce sujet-là, ce serait pas mal. Alors c'est une question qui va revenir régulièrement, en effet, combien les annonceurs, les marques sont prêts à payer leurs agences quand il y a autant de gains de productivité, et comment les agences sont... Aujourd'hui, les agences, il y a vraiment des agences qui communiquent beaucoup sur leur innovation, sur la R&D, etc. D'autres qui en font autant, mais qui communiquent peu, parce qu'elles sont justement dans je me garde ce gain de productivité, et surtout, je n'en parle pas trop, puisque les annonceurs, eux, sont plutôt un peu, en tout cas les directions de la com sont quand même un peu en retrait pour plein de raisons, mais notamment techniques, compliance, etc. Je vois ce petit gap se créer. Et on va avoir, comme dans chaque révolution, on va dire, technologique, qui ont connu nos métiers ces 10 dernières années, cette tentation peut-être aussi à l'internalisation. Je ne sais pas si vous, Alexandre, chez Sephora, est-ce qu'il y a cette envie parfois peut-être aussi d'internaliser certaines pratiques en vous disant que vous ferez mieux vous-même et pas passer forcément par des agences ? Il y a toujours un aller-retour sur ce sujet. Donc l'internalisation déjà des talents je pense que pour être un bon client, enfin il y a des bons annonceurs, mais il faut être des bonnes agences, mais il faut être un bon client de l'agence. Donc l'arrivée de ces nouveaux outils nous conduisent à vraiment nous former en interne. Donc on doit internaliser une certaine dose. Mais c'est vrai que ça pose de nouvelles questions. Il y a des nouvelles mécaniques à mettre en place, notamment dans le média et la production de contenu, des nouveaux modèles économiques à inventer. Je comprends que certaines agences puissent être désemparées parce que leur modèle, qui était soit des commissions ou autre, va évoluer. Mais je pense pas qu'un univers sans agence soit un univers constructif. Parce que si si on se base sur des technos en interne, on va finir par faire du MeToo. Donc on a besoin de disruption, on a besoin d'innovation, on a besoin de réfléchir et de challenger l'IA aussi avec de la vraie intelligence, parce que c'est pas très intelligent. Les modèles probabilistes, les modèles prédictifs, ça ne fait que de vous répéter les choses en fait. Donc je ne suis pas sûr que Steve Jobs a fait un panel avant de sortir son premier iPod. Donc
Si vous demandez aux gens ce qu'ils vont... En d'autres termes, je pense que les agences ont du boulot et il y en a qui sont devenues de plus en plus productives. On doit se professionnaliser en interne dans les entreprises et puis c'est un challenge assez fructueux et assez positif. Marine, peut-être une réaction voilà, aussi à tous ces éléments et puis aussi sur les risques, aussi, les limites, les barrières encore qui restent, selon vous, à lever pour voir cet outil se développer de façon peut-être plus sereine au sein des organisations? Alors déjà, pour réagir à ce que disait Alexandre, en fait, il faut se former pour savoir challenger. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un véritable avis sur un sujet si on ne le connaît pas. Donc, se dire « Ah, ça a été fait avec ChatGPT sans aller plus loin », bon, ok, et après ? Donc, il y a une vraie nécessité aujourd'hui de se former. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a un devoir de l'entreprise de donner de quoi se former. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est plus on utilise l'intelligence artificielle, plus on la reconnaît. Et plus on sait quand ça a été fait. Je ne sais pas si tous ici, vous êtes souvent sur LinkedIn. Si vous reconnaissez les posts qui ont été faits par ChatGPT, globalement, on les voit. Hein. Donc en fait, c'est ça le truc. C'est comment est-ce que chacun se met à niveau pour pouvoir vraiment converser là-dessus et ne pas avoir finalement des idées biaisées par des fausses croyances. Ça, c'est important. Et il faut prendre le temps de le faire. Mais c'est du temps. Et effectivement, ce que disait Alexandre tout à l'heure, pour avoir... il faut être un bon client, être un bon annonceur pour une agence. C'est aussi une façon, on parlait de pénurie de talent tout à l'heure, mais de faire progresser ses collaborateurs et de faire du coup progresser l'entreprise. Ce qui va faire que demain, une entreprise va pouvoir faire plus de bénéfices et donc faire augmenter le PIB, c'est en augmentant la productivité et en laissant toutes les tâches vraiment pas essentielles, j'ai pas envie de dire inutiles parce que tout est utile dans la vie, mais il y a des choses qu'on pourrait ne pas faire et se focus sur des choses beaucoup plus intéressantes et qui vont permettre de développer, pourquoi pas, des business. Et il y a beaucoup de jeunes entreprises qui l'ont compris. Si on prend le cas de l'Empire avec l'Emlist, l'Emcall, etc., eux, ils l'ont très bien compris. Et ça fait 2 ans avant l'ouverture massive de ChatGPT, ils travaillaient déjà avec OpenAI pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient l'intégrer totalement dans leur système, intégrer leurs collaborateurs, les former, etc. Donc en fait, il faut changer de point de vue et se dire c'est une opportunité. Allons-y et formons nos collaborateurs. N'ouvrons pas tout parce qu'effectivement, ça va coûter une fortune. Mais il y a pas mal de sujets sur lesquels on peut tous, demain, aller sur l'IA et après-demain, être porteur de projets et proposer des choses qui augmenteront le chiffre d'affaires de l'entreprise et augmenteront les business. Merci beaucoup Marine. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à s'emparer de ces outils. Il nous reste encore 1 minute 30, peut-être juste pour terminer. 2022, donc c'était un peu cette année de découverte, cette baffe. 2023, l'année où on a tâtonné, on a testé. Peut-être juste rapidement, un dernier tour de table pour 2024, selon vous, ça sera l'année de Marine? Je dirais de l'accélération. Moi, c'est un des sujets que vous allez aborder ce soir, mais j'aimerais que ce soit quand même l'année où on se prend conscience de la dimension énergivore, anthropophage, etc. Qu'on mette quand même les risques, qu'on fasse à peu près face aux sujets durs sur lesquels on a peu de données et sur lesquels quand même on peut pas complètement continuer à esquiver longtemps, quoi. En ce qui nous concerne, je pense que ça va être la formation et l'information et la mesure du ROI. En effet, donc voilà, savoir comment manœuvrer, comment pouvoir donner un cadre de développement à ces nouvelles technologies pour à la fois trouver l'utilité business que vous avez rappelé tous les deux, ce ROI, ces gains de productivité, mais aussi pas oublier qu'il y a un certain nombre de
grand ponte, en tout cas, de scientifiques, de l'intelligence artificielle, qui aussi appellent à peut-être ralentir, parce qu'on n'est pas encore totalement conscient de toutes les conséquences que cela va avoir sur notre démocratie. Donc, aux entreprises de le faire de façon responsable. Merci beaucoup à tous les trois pour votre intervention ce matin, pour cette première table ronde. On peut les applaudir.